Dear beloved community, good morning, en français. Chère communauté bien-aimée, bonjour. En français. La dernière fois que j'ai donné un enseignement pour cette assemblée, c'était carte blanche. Et là, on va à l'extrême opposé, c'est-à-dire que je ne sais pas combien j'ai de feuilles, mais j'ai fait de mon mieux pour préparer quelque chose. Donc, on va voir. Donc, nous sommes le 11 janvier 2024 et c'est la dernière journée laïque de cette retraite de 90 jours. Je ne sais pas par où commencer, donc je vais commencer. Je vais commencer par vous partager le gatha que j'avais créé pour ma transmission de la lampe. Apprendre à regarder sans bouger. Je m'émerveille des mouvements de la vie. Mes pas, enfin libres et apaisés. Joyeux, mon cœur chante en gratitude. C'était il y a quelques années et heureusement, ce gatha est encore actuel. À savoir que j'apprends encore tous les jours à ne pas être dans la réaction. La première phrase, apprendre à regarder sans bouger. Ça ne veut pas dire être dans l'inaction et la passivité, mais justement être dans une action intérieure, de rester ancré et de ne pas se laisser emporter par ce que je vois, mais aussi ce que j'entends, ce que je sens, etc. Et aussi ce que je pense. Mais pas enfin libre et apaisé. On aurait l'impression que ça y est, je suis arrivée. Le mot enfin libre, enfin, signifie qu'il y a eu un effort et que l'effort est encore là pour toucher cette liberté dans chaque pas, toucher cette paix dans chaque pas, une paix qui vient du cœur, une paix qui vient d'un cœur ouvert de gratitude, d'être capable de s'émerveiller
de la fabrique du vivant. Même s'il y a un côté absurde. La traduction, ça va ? Tu ne m'entends pas très bien. Là, c'est mieux ? Ok. Donc pendant cet enseignement, on va explorer un petit peu l'état du monde. Pas dans tous ses aspects, il n'y aurait pas le temps. Avec le prisme des 4 nobles vérités et du chemin octuple, du noble chemin octuple, la base de notre pratique, la base de notre guidance, comment est-ce qu'on peut naviguer dans ce monde peut-être un peu absurde. Et j'utilise le mot absurde parce que Albert Camus va nous accompagner, philosophe de l'après-guerre, né en Algérie, résistant pendant la Deuxième Guerre, journaliste militant, philosophe de l'absurde. Absurde, parce que nous, êtres humains, êtres pensants, êtres sentants, êtres vivants, on a une quête de sens qui a du mal parfois à rentrer en résonance avec les faits du monde. Et souvent un monde politique. Un monde de puissance. Ok, donc là, il va falloir que je gère avec tous mes papiers. Donc c'est une conférence que Albert Camus a donnée en 1946 à l'université de Columbia. Albert Camus était assez connu aux États-Unis. Et donc, à la fin de son discours, il dit... Ah, désolé, Di, t'as pas la traduction. Je vais parler doucement, lentement. Donc, il s'adresse aux Américains, juste après la Deuxième Guerre. Chaque fois qu'on jugera de la France ou de tout autre pays, ou de toute autre question en termes de puissance, on fera entrer un peu plus avant dans le monde une conception de l'homme qui aboutit à sa mutilation, et on renforcera la soif de domination. Puissance et domination. Pendant la guerre d'Algérie,
qui a vraiment éclaté en 1954. Camus se demande comment mettre fin aux mariage, aux noces sanglantes du terrorisme et de la répression. C'était en 1946 et en 1954, et c'est encore d'actualité. Camus nous invite à lutter contre l'injustice, la servitude et la terreur par la pensée et l'action. Et il y a beaucoup de ressemblances avec les 14 entraînements, avec cette réalité invisible de l'importance de nos actions et de nos pensées, de l'importance de nos pensées. Et c'est exactement ce que dit le Bouddha, qu'on peut trouver au tout début du Dharmapada, l'édit du Bouddha, qui est une espèce de concentré avec juste des petites phrases intéressant pour les personnes qui ne connaissent pas encore. Où il dit quelque chose comme grosso modo, tout vient de l'esprit. Un esprit qui est mal entretenu va créer de la souffrance, et un esprit qui est entraîné ne va pas créer de souffrance. La souffrance est une réalité du monde. Donc l'objectif n'est pas de faire disparaître la souffrance. L'objectif est de ne pas créer plus de souffrance que ce qu'il y en a. Lors d'un des enseignements qu'on a écoutés ensemble pendant cette retraite, Taï a dit beaucoup de choses, inspirantes, vraies et belles. Et j'aime bien pouvoir avoir des choses nouvelles sur mon bureau pour m'inspirer. Et au dernier moment, là, ce matin, je me suis dit, tiens, je vais prendre ça avec moi. Bon, c'est en anglais. Right thinking heal the world. La pensée juste guérit le monde. Tada! Voilà. Donc, je vous invite, que vous soyez ici, en résident, ou quand vous rentrez à la maison, quand vous écoutez ou vous lisez des choses qui sont inspirantes, faites des petits trucs comme ça. Et changez-les. Mais si. Sauf si vraiment il y a vraiment quelque chose de... la pensée juste, qui est évidemment au cœur du noble chemin octuple. Une pensée juste qui peut-être nous permet d'aller au-delà de l'absurde et de pouvoir naviguer ce monde. Ce monde où on est en train de regarder les infos et de voir ce qui se passe à Gaza et de se sentir impuissant et de... Par
par exemple. Et de savoir que dans beaucoup d'autres endroits sur cette terre, beaucoup d'injustices, beaucoup de violences se font. Alors que dans notre cœur, nous avons ces valeurs, cette aspiration pour beaucoup, peut-être pour la majorité, cette aspiration à l'amour, à la joie, à la paix, à la fraternité. Comment infuser cet amour, cette joie, cette solidarité dans un monde politique, voilà. Politisé, politisant. Où il semble que nos démocraties deviennent de plus en plus autoritaires, puisqu'il faut garder la structure, le système de l'économie marchande et des puissances et des dominations. La magie du chemin spirituel et de notre tradition, mais aussi de beaucoup d'autres, et de pouvoir nous permettre d'être en contact avec notre fonctionnement intérieur et comment est-ce qu'on agit dans le monde, et comment est-ce qu'on réagit intérieurement et extérieurement. Je vais me référer à une philosophe psychanalyste contemporaine qui s'appelle Cynthia Fleury. Et qui travaille beaucoup dans, on va dire, les institutions de la santé, et qui donc aussi, en tant que philosophe, réfléchit à ce qui se passe. Et elle nous rappelle qu'il nous est possible de sublimer, donc ça c'est le mot psychanalyste, notre frustration, notre colère, notre rage. On entend souvent la rage, extinction, rébellion, la rage. Sublimer en action. Et j'ai envie de dire, c'est un peu ce qu'on fait ici. Être en contact avec la souffrance, notre souffrance, et aussi, une fois qu'on est stable, la souffrance à l'extérieur, et pouvoir trouver des moyens habiles, terme bouddhiste, pour sublimer, pour passer en action. Des mouvements de résistance, Camus parlera plutôt de révolte que de résistance, qui émergent de tous les côtés. Depuis
depuis très longtemps j'imagine, des mouvements de contestation, un moyen d'expression, un moyen de se faire voir, comme les Gilets jaunes, par exemple, comme le mouvement des indignés, né en Espagne en 2011, qui a pris sa source avec les printemps arabes. Et aux États-Unis, le mouvement Occupy, qui a commencé à Wall Street. Et là, cette source, c'est la crise économique de 2008. De dire, stop, c'est plus possible, c'est plus possible. Et de là où les systèmes sont bien en place, où les politiques sont bien confortables. Mais si, c'est possible, on continue. D'où un petit problème avec la traduction. Ah, il faut que je parle. Voilà, donc je parle. D'où la répression, d'où la violence qui augmente de plus en plus, d'où la tendance à de plus en plus être dans l'autorité. Cette autorité qui nous dit « nous avons la vérité ». Et nous savons que la vérité est à trouver dans la vie et qu'il n'y a pas d'absolu. Thay nous dit dans les 14 entraînements. Et dès qu'on est enfermé dans une vérité, la polarisation, le repli sur soi, le « je détiens la vérité, donc tu as tort », la rencontre avec l'autre, le dialogue avec l'autre n'est plus possible. Et cette rencontre avec l'autre n'est plus possible. Camus va parler de perversion des valeurs. On ne va plus juger les actes à savoir s'ils sont bons ou mauvais, mais s'ils sont efficaces, s'ils sont performants, s'ils sont exacts. La neutralité de la science ne fait pas le poids face à la sensibilité poétique du monde. Ça, c'est pas Camus qui le dit. Mais il aurait pu le dire. Désobéissance civile et non-violence. Pour affermir notre conviction, nos valeurs éthiques, ça a été le thème de cette retraite de 90 jours. Nos valeurs de sacré, d'amour, d'amitié, de paix, de compréhension, de pardon.
qui nous permettent de pouvoir rencontrer l'autre, d'aller à la rencontre vers l'autre. Pour les personnes francophones, si vous êtes intéressés à écouter Cynthia Fleury, il y a pas mal de choses sur Internet. Elle a écrit un livre sur la clinique de la dignité. Où elle utilise un terme, le groll. Où c'est ? Donc on est dans la cartographie des 4 nobles vérités et de la souffrance aujourd'hui. Comment est-ce qu'elle s'exprime ? Le groll. Exaspération obscure, grondante, contenue, qui engendre petit à petit une longue rumination de haine et d'animosité, sans hostilité particulière, mais grosse d'une infinité d'intentions hostiles. Et ce groll donne naissance à de nouveaux syndromes. Donc apparemment, il y a plus de 200 nouveaux syndromes dans le dictionnaire de la santé médicale. Donc il y a aussi une sorte de marchandisation, une économie de la santé. Bref, ça c'est autre chose. Ok, donc un des nouveaux syndromes. Ready? En anglais, TIV, Tendency for Interpersonal Victimhood. Tendance à la victimisation interpersonnelle, qui est un sentiment durable du soi dans les relations avec autrui, qui a des conséquences cognitives, comportementales et affectives. Un besoin démesuré de reconnaissance, le moi, le manas, s'il vous plaît, aimez-moi, je suis là. Un élitisme moral, une sorte d'absolutisme moral qui engendre la binarisation du monde. Je suis le garant de la supériorité morale et donc je peux aussi accuser les autres. Un manque d'empathie. Parce qu'on n'arrive pas à se décentrer de notre souffrance. La souffrance est trop grande, on est victime, il y a toujours quelque chose qui nous attaque et donc on ne peut pas être en lien avec l'autre. Et 4e point, la rumination. Une hyper-focalisation sur la souffrance et les symptômes,
plutôt que sur les solutions. Et on arrive au ressentiment, qui est une construction de la non-issue. Yeah, no way out. Avec toute une ingénierie autour. Le wokisme, dans son émergence et ses racines, est un beau mouvement. Mais quand on rentre dans le cancel culture et le je détiens la vérité, la morale, on a des dérives. Et on ne peut plus rencontrer l'autre. Dès que l'autre dit un mot, l'être humain n'est plus dans l'action, mais dans la réaction. Il y a une dénaturalisation de la morale. On va maintenant partir avec un autre philosophe, Martin Buber, philosophe du XXe siècle, philosophe de la réciprocité, où justement le dialogue, la rencontre avec l'autre a été quelque chose d'essentiel pour lui. Et il a été aussi une des racines, une des sources de la phénoménologie, donc un grand penseur, même si peut-être il est moins connu que les autres. Et par rapport à cette rencontre et au fait de ne pas pouvoir avoir une vraie rencontre avec l'autre dans le dialogue, lorsqu'on est dans ce ressentiment et on détient la vérité, ou qu'on désigne un ennemi, et qu'à partir du moment où l'autre est un ennemi, il n'y a plus possibilité de se rencontrer et de parler, et de trouver une solution, une fin au conflit. Lorsque dans un dialogue, l'un des partenaires veut se faire écouter et n'arrive pas à écouter l'autre, il détruit la relation. Et c'est aussi quelque chose qu'on peut appliquer à soi. Comment est-ce qu'on écoute ce qui se passe à l'intérieur, nos émotions? Est-ce qu'il y a ce diktat de je devrais pas penser ça, etc., qui empêche la vraie rencontre, la vraie relation avec les émotions, parce que c'est souvent les émotions qui nous font basculer, chavirer. Pour que la relation interpersonnelle se réalise, il faut la présence d'un effort consenti de part et d'autre. Un effort d'amour, d'entente, d'écoute, de paix.
qui permet à chaque je, I, de faire sortir l'autre dans le monde de la chosification. Tu n'es plus un objet, mais tu deviens un tu. Et le je et le tu se rencontrent. Je ne suis je que si tu es tu. Si tu es une chose, il n'y a pas de vraie rencontre. Ça, c'est la philosophie de Martin Buber, et qui a une fondation très spirituelle, parce que dans cette rencontre du tu, on rencontre aussi le divin. Bref, ça c'est autre chose. Le je et le tu. Mais vous me direz, mais dans le bouddhisme, il n'y a pas de moi. Eh oui, c'est l'absurde. Apprendre à naviguer sans instrumentaliser l'historique et l'ultime. Dans notre vie de tous les jours, nous sommes des êtres de relation, nous sommes des êtres de langage, et nous avons besoin d'utiliser des mots, et nous avons besoin de communiquer avec les mots, même s'il y a d'autres formes de communication. Et donc si on s'isole et on se focalise sur « mais non, il n'y a pas de je et tu », etc., on perd pied avec la réalité de notre dimension humaine, de notre condition humaine, nous dirait Camus. Un espace de relation où la rencontre des différences, des contestations, des écarts, des divergences est acceptée. C'est le point de départ. On va écouter un son de cloche. Et je vous invite à peut-être vous mettre en lien avec cette acceptation de ce que vous pouvez voir de vous-même au niveau de vos pensées, qui sont peut-être pas toutes bienveillantes, au niveau de vos émotions, des choses que peut-être vous n'avez pas forcément envie de voir ou de réaliser que c'est là. Donc de préparer ce terrain d'acceptation de vous, à vous, en vous, qui sera la fondation pour pouvoir rencontrer l'autre. Et c'est exactement ce qu'on fait sur ce chemin.
le Bouddha du futur, Maitreya. Ça vous dit quelque chose? Oui. Okay. Maitreya, le Bouddha du futur, Maitreya, Maitri, Metta, le Bouddha de l'amour, de la bienveillance, de l'amitié. C'est pas le Bouddha de la compréhension. C'est pas le Bouddha de la libération. C'est le Bouddha de l'amour. Donc c'est une invitation pour nous de vraiment regarder cet aspect de notre vie, cet aspect de notre sensibilité, pour permettre à cette bienveillance, à cet amour, à cette d'être vivant. Et pour permettre la réconciliation. L'étymologie du mot réconcilier, c'est exactement ça, de pouvoir unir, réunir, et aussi de pouvoir rétablir l'amitié. Donc on n'est plus dans une logique binaire, on est dans une logique, je ne sais pas si unifiante est le mot, inclusive, où il y a un espace de rencontre qui est possible. Et cet espace de rencontre, il est possible grâce à des conditions, et ces conditions, pour nous, êtres humains, c'est la lenteur. En opposition à la vitesse de nos sociétés modernes, du monde technique, scientifique, des choses. À opposer ou à marier, plutôt que opposer, puisqu'on essaye de justement pas exclure des domaines de notre réalité. La réalité matérielle fait partie de notre vie, mais on a aussi une réalité spirituelle. Sinon, on ne serait pas là. Et donc, dans ce monde spirituel de la relation, de la rencontre, on a besoin de temps pour pouvoir vivre et ressentir ce qui se passe et comprendre ce qui se passe. Et Cynthia Fleury nous dit que les institutions publiques devraient nous permettre d'avoir ce temps. Et d'autres penseurs, et il n'y a pas que elle qui... mais oui, comme si la fabrique de notre monde matériel allait complètement à l'encontre, justement, de cet espace et de ce temps qui nous permettent d'être des êtres vivants, sentants, et des êtres cosmiques. Et au lieu de ça, on est des êtres du faire et de la répétition et des choses, de la matérialité. Donc ce mois, qui, pour beaucoup de personnes, se sont de plus en plus victimes
Euh, Dans la psychanalyse, il y a un processus d'individuation qui est toujours en process. C'est jamais fini. J'ai parlé de la réalité matérielle. Nous sommes aussi des êtres pensants, une réalité intellectuelle. Nous sommes des êtres qui ressentent une réalité émotionnelle. Et nous sommes des êtres spirituels. Donc on est dans le domaine de la pensée, dans le domaine des sensations, en contact avec la matérialité du monde. Je vois, je sens, j'écoute. Bon, émotionnel, émotion ou sentiment, ou là je vais... on dira soit, voilà, on comprend ce qu'on veut. Émotion. Et là, on est dans l'intuition. Dans le mode de cognition directe. Est-ce que... Je ne sais plus si c'est sur Chandu qu'on a parlé dimanche dernier. Non. Non, ok. Et donc ça, ce sont nos... C'est là où on vit. On vit là. Là-dedans. Dans ce truc. Ah. On est dans le monde des choses. Donc on est dans la philosophie de Martin Buber, où le monde est chosifié, ou même je te chosifie et tu deviens mon objet voilà, intellectuel. Le monde de la technique, le monde de la science, le monde du vrai. Et là, on est dans le monde de la relation, du sacré.
de la rencontre, avec soi, de la rencontre avec les autres. Et de la rencontre avec l'innommable. J'ai l'impression d'être cachée par... On parle de nos jours de la tribalisation de notre société. J'aime beaucoup ce mot. Et une des raisons flagrantes, c'est les réseaux sociaux, avec les algorithmes qui nous mettent dans une boucle. Et puis, du coup, avec cette digitalisation du monde, sans parler de l'intelligence artificielle là, qui arrive, ça promet. Comment concilier cette tribalisation du monde avec un espace démocratique qui est censé pouvoir être un espace de dialogue, de rencontre? Un espace de dialogue et de rencontre où on accepte les différences et où on essaye de trouver des solutions, de prendre des décisions collectives pour le bien commun. Le bien commun. Le bien commun des individus ou des nations ou d'un groupe par rapport à un autre. Quand le moi est en danger, quand Manas est en danger, il va se défendre avec des mécanismes de défense. Et on arrive à ces mouvements populaires, nationalistes, de repli sur soi et de refus de l'autre, de l'étranger, œuvre d'Albert Camus, où cet étranger
ne ressent rien face à la mort de l'autre. En préparant cet enseignement, du coup, vous avez bien compris, je me suis un petit peu plongée dans Albert Camus. Et c'est un petit peu glaçant de voir les similitudes et de voir que les choses se répètent, que l'histoire se répète. Et du coup, ensemble, together, de vraiment affirmer nos valeurs poétiques, sensibles, par rapport aux déchirantes contradictions, pour retrouver la liberté de l'esprit. Je cite Camus, retrouver la liberté de l'esprit. C'est exactement ce que le Bouddha nous invite à faire, de travailler sur notre esprit. C'est parce que... Alors, Camus est un petit peu pessimiste, hein, voilà, mais bon. Donc, on va prendre ce que je vais lire avec des pincettes, mais quand même, ça m'intéresse, justement ce côté absurde. C'est parce que le monde est malheureux dans son essence, la souffrance existe, la première noble vérité, que nous devons faire quelque chose pour le bonheur. C'est notre responsabilité. C'est parce qu'il est injuste que nous devons œuvrer pour la justice. C'est parce qu'il est absurde, enfin, que nous devons lui donner ses raisons. Être en contact avec la réalité historique qui vient toucher nos contradictions profondes ne veut pas dire qu'on doit abandonner ses convictions, mais au contraire, qu'on doit s'enraciner dans ce qu'on sent être bon, beau, juste. Et s'éloigner du monde de la compétition, de la concurrence. En reconnaissant en nous-mêmes nos mécanismes de survie qui ont leur raison d'être et qui ont une certaine légitimité. Sinon, on se laisserait écraser et on deviendrait des esclaves. La servitude volontaire. Donc, la survie du moi, on est dans le mécanisme de Manas. Manas et ses mécanismes de, évidemment, ne pas
aller là où je sais que je vais souffrir, mais plutôt aller rechercher le bonheur. Après, on est invité à regarder quelles sortes de bonheur sont-ils. Est-ce que ce sont de bonheur ultime, véritable? Deuxième entraînement, des 5 entraînements, le bonheur véritable. Ou est-ce que ce sont des plaisirs sensuels? Est-ce que c'est la recherche du pouvoir, de la domination, ou mon ego? Travailler sur notre ego, sur notre manas. Elle est là, la solution. The way out is in. Et donc par rapport à cette domination, cette soif de pouvoir s'affirmer, j'existe, je suis là. On va continuer avec Martin Buber. Donc, qui était un sioniste, mais qui a tout de suite vu que le sionisme nationaliste n'allait pas du tout dans la bonne direction. Et donc pour lui, sa vision sioniste était, on va dire, plutôt spirituelle, de pouvoir réaliser l'idéal divin. En 1920, il dit « Le nationalisme juif est sur le point de suivre la voie empruntée par tous les peuples, où l'on ne fait plus que s'affirmer face au monde, je suis là, sans affirmer le monde en face. On n'est plus dans la rencontre. On n'est plus dans la réciprocité. Je suis parce que tu es. Je suis parce que je suis. Et Camus dira « Je me révolte, donc je suis ». Ok. Et ensuite, en 1918, Martin Buber s'adresse publiquement aux Juifs et aux nations. De la communauté juive, il dit, avec cette idée que la terre de Palestine va probablement devenir un endroit pour les Juifs, une terre pour les Juifs. Si c'est pour qu'elle, la communauté juive, y mène une existence mesquine et profane, donc on n'est plus dans le spirituel, comme n'importe lequel de ces petits États qui foisonnent dans l'Occident contemporain, où l'esprit et le peuple sont séparés, dépérissant l'un après l'autre. Si c'est une communauté où l'avoir tient le d'être, on est dans la possession, dans l'avoir, et on n'est plus dans l'être. Où le secours mutuel, l'entraide, la solidarité, cède à l'exploitation mutuelle, où les hommes renoncent à s'entre-détruire pour la seule raison qu'ils ont peur ou besoin les uns des autres. Perversion des valeurs de Camus.
on fait plus les choses parce qu'on sait qu'elles sont bonnes, qu'elles sont bien, qu'elles sont justes, mais parce qu'on a peur. Donc on est dans une stratégie, dans une efficacité, dans un calcul. Si une réalité communautaire n'est instaurée en Palestine que pour s'associer à la guerre de tous contre tous, même si elle se déclare neutre, mille et une fois, alors elle sera broyée par les mécanismes de ces intrigues. Quelle est la fondation de nos actions ? De notre corps, de notre parole et de notre pensée, action, karma, individuel et collectif. La vue juste, la pensée juste, la parole juste, l'action juste. Le noble chemin octuple. La troisième noble vérité. Le cœur de ce que Thay nous a enseigné et de générer la pleine conscience et la concentration. Pour être en lien et générer la vue juste. Une vue qui nous permet de libérer notre esprit. Invitation de Camus à libérer notre esprit de vues erronées, de perceptions erronées. Une vue qui nous permet de nous défaire de cette idée que je suis séparé des autres. Un des chemins qui nous permet de pouvoir être en lien avec cette vue juste, c'est de pratiquer les 3 concentrations dans notre vie quotidienne. Dans notre vie quotidienne. Ça, c'est notre vie quotidienne. Les 3 concentrations.
la non-forme, signlessness, la non-poursuite, et la vacuité. La vacuité du moi en tant qu'entité séparée, en tant que moi dominant, puissant, égo. Et en même temps, on ne va pas tomber dans l'excès. On a besoin d'un minimum d'instinct de survie. Donc on est juste invité à regarder, à observer nos réactions. Tiens, qu'est-ce qui a été touché là? Pourquoi est-ce que je réagis comme ça? Gabor Maté, spécialiste de l'addiction, du trauma, qui justement a vécu l'Holocauste, nous dit, je vais le dire en anglais parce que je ne sais pas, j'ai cherché un peu la traduction en français, mais to be triggered. Alors en français, je ne sais pas, être trigger. Je crois qu'en plus c'est ça qui est utilisé, mais je ne suis pas sûre. Un peu comme la mindfulness. Il y a des mots qu'on ne peut pas traduire, ou le sens qu'il y a derrière. C'est OK? C'est OK? Justement parce qu'on a la pratique et justement parce qu'on veut se comprendre. On a cette quête de sens. Mais si on se pose en victime en disant « Ah, je suis triggered, je suis triggered », so it's okay to be triggered. C'est une opportunité. Et si on sent qu'on est fragile, on prend refuge dans la sangha. Ça sert à ça, la sangha. Pas oublier que vous avez une sangha, hein, une communauté. Faut l'utiliser. La non-forme. On a découpé la terre et les océans avec des lignes en disant ben, ça c'est à toi, ça c'est à moi, ça c'est à nous. On a créé des formes géométriques. Et on se bat pour soit agrandir ces formes, soit essayer de maintenir ces formes, ces lignes. Ou essayer de maintenir un semblant de sanity. Non, j'allais parler des océans. Est-ce que c'est en Norvège? Je ne sais plus. Mais là, ils sont en train de considérer d'aller puiser dans les fonds marins. Ah, il va falloir qu'on crée une forme pour dire non, pas touche. Tu ne touches pas à ça. Parce que il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite à la poursuite.
poursuite de toujours plus de domination. On est dans cette dynamique au niveau du monde politique, du monde des nations, et dans nos relations interpersonnelles, qu'est-ce qu'on poursuit? Est-ce qu'on poursuit quelque chose? Question ouverte à contempler. Chacune d'entre nous peut contempler ça. Se libérer des trois complexes d'infériorité, de supériorité, d'égalité. À partir du moment où on parle de complexe, où on se positionne de cette manière, on est évidemment dans la forme, dans la poursuite, dans la comparaison. Est-ce que je suis mieux, moins bien? Est-ce qu'on va m'aimer, quoi? Avoir la capacité d'apprendre à regarder sans bouger. Pendant la guerre d'Algérie, Camus s'est retiré de la vie politique et publique. Un peu comme pendant la guerre du Vietnam, où il fallait choisir son camp, communiste, anticommuniste. Un peu comme aujourd'hui, où il faut choisir son camp, pro-palestinien ou israélien. Camus s'est retiré parce qu'il a bien vu le danger. Et Thay aussi avait vu ce danger. Et donc, Thay n'a jamais pris position. Un danger de affirmer cette vue dualiste, binarisation du monde, polarisation du monde. Et donc, Camus s'est retiré dans le silence. Ce qui lui a permis recevoir le prix Nobel de littérature. Je ne sais pas si ça a un lien, mais en tout cas, ça ne l'a pas empêché de recevoir ce prix et d'être une source d'inspiration, de savoir comment prendre soin de sa pensée et parfois pour prendre soin de sa pensée et de ses actions, comme il nous invite à le faire, on a besoin de se retirer, si on peut. Et si on ne peut pas, Cynthia Fleury nous rappelle que la dignité est une chose inaliénable qu'on ne peut pas retirer. Et c'est ce qui fait la force du peuple palestinien. On ne leur enlèvera jamais la dignité d'être qui ils sont. On va inviter un son de cloche et on va penser à eux. Et on va penser aussi au peuple
israélien. Dans la réciprocité de la rencontre, du dialogue avec l'autre. Je ne sais plus comment il le dit, il nous faut un effort. Il faut un effort consenti de part et d'autre. Et dans cet effort, il y a est-ce que je suis OK de me remettre en question ? Si je suis dans un absolu, pendant cette retraite de 90 jours, à beaucoup de reprises, Thay nous a rappelé de faire attention, qu'il n'y a pas d'absolu. Éventuellement, le seul absolu qui puisse être, c'est, si jamais ça fait sens pour nous, c'est celui-là. Et il est au-delà des mots. On ne peut pas s'en servir. On ne peut pas s'en servir pour essayer de convaincre avec la logique, le logos, puisqu'on est là. Et dans cette dimension spirituelle, le pouvoir de l'amour et de la compréhension peut faire son travail. On est dans le temps de la lenteur. Mais dès que c'est mûr, la force de l'amour et de la compréhension peut faire changer les choses. Et donc j'aimerais pouvoir vous lire le gatha de transmission que j'ai reçu, en lien avec le gatha de transmission que j'ai offert, que j'ai partagé au tout début. Le pouvoir de l'amour et de la compréhension est comme la pluie du printemps qui embellit la terre. La vie est une musique que nous faisons ensemble. La rencontre, supprimant toutes les idées de toi et moi. Je ne peux rencontrer l'autre que s'il est au même niveau que moi. Je suis je et tu es aussi un je.
Et en même temps, supprimant toutes les idées de toi et moi, on est dans les trois complexes et on est dans cette idée de déification, de chosification, où je ne te vois plus comme un être sacré qui vient toucher ma part sacrée. On est dans la matérialité du monde, dans la réalité intellectuelle de notre logos qui veut essayer de convaincre ou de se positionner ou d'essayer de comprendre par le raisonnement, l'inférence. Donc pour conclure, dans ce monde absurde de Camus, où le spirituel, le sacré, la poésie du monde, l'artiste essaye d'avoir une place au milieu de la technocratisation, la science édifiée en presque quelque chose de sacré, d'intouchable, qui nous dit la vérité. We are not numbers. Un mouvement palestinien de jeunes Palestiniens qui se servent de l'écriture pour raconter leur histoire, raconter la beauté de ce qui était la terre à Gaza. We are not numbers. Et ça s'applique aussi pour nous. Quand on se rend compte que par nos actions du corps, de la parole, de la pensée, on est dans la performance, dans l'efficacité, dans le plus, dans qu'est-ce que vont penser les autres de moi. On s'arrête, on respire, on est dans la présence, pleine conscience et concentration. Présence. Et qu'est-ce qu'on a de plus beau à offrir que notre cœur, notre vraie présence, notre sensibilité au monde. C'est ça dont le monde a besoin. Donc de regarder nos mécanismes de défense, de survie, qui nous font être dans la réaction plutôt que dans l'action. Peut-être de reconnaître, ok, là je me positionne un peu en victime. Tiens, comment est-ce que je peux m'ouvrir, avoir confiance. Et cette confiance, elle ne vient pas de l'extérieur, elle vient de l'intérieur. Et cet intérieur, il est connecté à tout le cosmos. On porte en nous une sagesse, un amour éternel qu'on peut toucher à chaque instant dans la pleine conscience, à chaque pas,
dès qu'on est vraiment, vraiment, vraiment présent, on est connecté à la beauté du monde, à l'amour et en même temps à son côté absurde, qui ne fait pas très sens, tout ça. Donc même si on voit, on constate l'absurdité du monde, de s'ancrer et d'affirmer par nos actions ce qu'on veut offrir au monde, ce qu'on veut offrir à nos ancêtres, au monde d'aujourd'hui et au monde de demain. Pendant le premier enseignement que Sœur Chanduk a donné dans cette retraite de 90 jours, elle nous a partagé un poème qu'elle a traduit de thaï en anglais. Et il y a une phrase, donc c'était pendant la guerre, où Thaï nous dit « When the mind is made up, the forces of violence cannot change it. » Lorsque l'esprit, la pensée, en lien avec le cœur, on n'est pas dans l'intellect. Quand Thaï parle de la pensée, the mind, c'est pas l'intellect. Quand l'esprit est made up, décidé, les forces de la violence ne peuvent pas le changer. On rejoint l'idée de Camus de lutter contre l'injustice, la servitude, la terreur, quoi qu'il en coûte. Idée qu'on retrouve dans les 14 entraînements à plusieurs reprises. Comment est-ce que je peux générer des pensées bienveillantes? Maitreya, le Bouddha de demain, le Bouddha d'aujourd'hui. Là, maintenant. Et de voir où mes pensées vont dans cette direction. Les 4 efforts justes. Ok. Est-ce que ça va contribuer au bien-être des personnes auxquelles je pense ou est-ce que ça va créer plus de souffrance?
Dear sister, dear friends, dear Sangha, thank you very much for coming in spite of the weather. We hope we will have a wonderful last lay day and we will try our best to make it friendly and warm. And, en français, donc merci, chère famille, chères sœurs, merci d'être venus pour ce dernier jour laïque. Et nous allons faire de notre mieux pour le rendre amical et chaleureux. Et tout d'abord, merci à Sœur Luc Nim pour ce voyage philosophique, politique, historique, très riche. Thank you to our beloved Sister Luc Nim for this wonderful... Pardon, c'est vrai. Donc, je vais parler en français du coup. Nous allons saluer Sœur Luc Nim au premier son de la cloche et au deuxième son de la cloche, saluer le Bouddha sur l'autel. Et après, je vous demanderai de vous rasseoir pour les petites annonces concernant notre programme.